كلمته كانت واضحة مثل ما أنا دعمت فايدة بدي أدعم إيران. فتحنا أبواب اللهيب، أبواب جهنم على البلد. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Alors que le Congrès américain doit se prononcer à partir du 9 septembre sur une action militaire limitée en Syrie, Barack Obama, Joe Biden et John Kerry entament une campagne de lobbying auprès des élus. Le Premier ministre français s'apprête à dévoiler des documents secrets déclassifiés qui prouvent que l'attaque chimique du 21 août en Syrie ne peut venir que du régime de Damas. Double attentat de Tripoli, la justice libanaise émet des mandats d'arrêt à l'encontre de 2 des 5 inculpés. Un 3e suspect est maintenu en détention. Et à suivre également dans ce journal, Mohamed Morsi va être jugé pour incitation au meurtre. Destitué et arrêté par l'armée le 3 juillet dernier, le président égyptien déchu va comparaître avec 14 autres membres des frères musulmans. Barack Obama, le vice-président Joe Biden et le secrétaire d'État John Kerry entament une campagne de lobbying auprès des élus américains. L'administration a jusqu'à la rentrée parlementaire du 9 septembre pour persuader le Congrès de l'autoriser à frapper la Syrie. Les démocrates majoritaires au Sénat, mais pas à la Chambre des représentants, doivent donc surtout tenter de rallier les républicains à leur cause. Dernier argument avancé, les États-Unis auraient la preuve que du gaz sarin a été utilisé. Réunis au Caire, les ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe ont invité l'ONU et la communauté internationale à assumer leurs responsabilités. Alors que les tractations de la Maison-Blanche auprès des élus du Congrès se poursuivent, le porte-avions américain USS Nimitz est en route vers la mer Rouge où il pourrait participer à une éventuelle intervention contre la Syrie. Le navire à propulsion nucléaire et ses bâtiments de soutien, 4 destroyers et un croiseur, n'ont pas reçu pour l'instant l'ordre de gagner la Méditerranée par le canal de Suez. Pour l'heure, l'US Navy dispose de 5 destroyers croisant au large de la Syrie, dans le secteur oriental de la mer Méditerranée. Ces bâtiments de guerre sont armés au total de quelques 200 missiles Tomahawk. Un autre bâtiment, le navire amphibie USS San Antonio, avec 300 marines à bord et à d'importants moyens de communication, il a été dérouté sur l'est de la Méditerranée. Il pourrait aussi servir de base avancée pour d'éventuelles missions des forces spéciales, même si Obama a précisé qu'il n'enverrait pas de troupes au sol, pour également participer à des évacuations si nécessaire. François Hollande, qui est en première ligne dans la perspective d'une action militaire contre la Syrie aux côtés des Américains, est sous la pression de l'opposition qui réclame désormais un vote inédit au Parlement. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault va donc recevoir en fin d'après-midi les principaux responsables parlementaires pour les informer de la situation en Syrie. Il va mettre à leur disposition des documents secrets déclassifiés qui prouvent que l'attaque chimique du 21 août ne peut venir que du régime de Bachar el-Assad. Cette réunion à Matignon intervient avant la convocation du Parlement en session extraordinaire ce mercredi pour un débat qui s'annonce houleux. Pour l'heure, seul un débat sans vote est prévu. Conformément à la Constitution française, le président de la République est le chef des armées et en tant que tel, il a le pouvoir d'intervenir en Syrie sans solliciter le consentement des parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelone, s'est exprimé sur ce sujet sur les ondes de RTL. On l'écoute. Au travers de cette histoire, c'est l'image de la France dans le monde dont il est question. Et je ne voudrais pas que, pour des questions internes, franco-françaises, on vienne affaiblir cette image. Et je pense qu'il nous faut encore aujourd'hui défendre les capacités et les pouvoirs régaliens du chef de l'État. C'est à lui le moment venu, au cours d'une prochaine réunion, de voir si la situation exige un vote ou s'il n'y en a pas besoin. Mais je ne crois pas que l'on ait à se poser la question aujourd'hui de savoir à chaud comme ça, alors que Bachar el-Assad nous regarde et nous écoute, de savoir s'il faut réformer la Constitution. Les États-Unis et l'Angleterre aujourd'hui payent les mensonges de la guerre en Irak. Et pour un certain nombre de leurs élus qui ont été roulés dans la farine, et ce qui n'était pas arrivé en France, grâce à Jacques Chirac à l'époque,
eh bien, il le paye aujourd'hui, content, parce que tout le monde se pose la question de savoir quelles sont réellement les preuves qui sont dans les mains des responsables américains et anglais. C'est pour cela, et ça a été déjà le cas au Mali, qu'en France nous sommes dans une situation différente, puisque déjà au Mali, jamais l'Assemblée nationale n'avait été autant concertée, tenue au courant sur les événements tels qu'ils se sont déroulés. Les présidents d'Assemblée et les présidents de groupe sont réunis, ainsi que les présidents de commission concernés, pour avoir l'ensemble du dossier. Mercredi, nous aurons la possibilité, les parlementaires, et au-delà des parlementaires, l'opinion publique, de connaître ce qu'il y a réellement dans ces dossiers. Nous sommes dans une confrontation, encore une fois, décidément, avec un dictateur qui, alors que l'utilisation des armes chimiques sont interdites depuis 1926, a gazé 1600 personnes, dont 60% de femmes et d'enfants. L'objectif de la France aujourd'hui, compte tenu de ce que nous représentons au niveau international, c'est de dire ce genre d'acte, ce genre d'action sera toujours condamné par la France. Pendant ce temps, l'armée syrienne est toujours en état d'alerte, même si la perspective d'une frappe américaine s'est éloignée. Bachar el-Assad, lui, profite de cette hésitation occidentale pour narguer ouvertement Washington. Le président syrien défie les États-Unis, estimant son armée capable de riposter à n'importe quelle attaque. Il a promis que toute agression extérieure contre la Syrie sera vouée à l'échec et se retournera contre ses exécutants. Le gouvernement syrien a quant à lui demandé à Ban Ki-moon d'œuvrer en vue d'empêcher toute agression contre la Syrie. Dans les rues de Damas, des partisans du régime ont lancé une campagne de mobilisation pour former des boucliers humains en cas de frappes étrangères sur leur pays. Ils disent vouloir protéger les installations vitales de la Syrie. Sergei Lavrov estime quant à lui que des frappes américaines en Syrie pourraient reporter pour longtemps, voire à jamais, la tenue d'une conférence de paix. Le ministre russe des Affaires étrangères a tenu ses propos lors d'un point de presse avec son homologue sud-africaine. Moscou, Washington et l'ONU s'efforcent depuis plusieurs mois à organiser la conférence de paix Genève 2. Elle doit offrir une solution politique négociée entre Damas et la rébellion. La réunion internationale a été reportée à plusieurs reprises à cause des désaccords majeurs sur son objectif et ses participants. Dans l'actualité locale de ce lundi, on commence par faire le point sur l'enquête sur le double attentat à la voiture piégée qui a fait 45 morts à Tripoli il y a 10 jours. Le premier juge d'instruction militaire a émis 2 mandats d'arrêt à l'encontre du cheikh sunnite Ahmed El-Gharib et du journaliste Mustafa Houri. Ils figurent parmi les 5 inculpés et sont accusés d'avoir fait partie d'une cellule terroriste qui a placé les voitures piégées devant les 2 mosquées à Tripoli. Un troisième inculpé, Cheikh Hachem Menkara, chef d'Al-Tawhid, une organisation proche du régime de Damas, est lui maintenu en détention. Il est accusé d'entrave à la justice pour avoir été au courant du projet terroriste et de ne pas en avoir fait part aux autorités. Walid Jumblat a salué l'initiative du président du Parlement, Nabih Berri, qui vise à mettre un terme à l'impasse politique au Liban. Dans son éditorial hebdomadaire au journal Al-Anba, le chef du Parti socialiste progressiste a appelé au dialogue entre les Libanais. Selon lui, le PSP soutient tout appel au dialogue parce qu'il empêche le Liban de tomber dans une abysse. Jumblat estime qu'un tel retour au dialogue aidera à renforcer la politique de distanciation et à réitérer l'appel à toutes les parties de se retirer de Syrie, à commencer par la résistance qui n'a plus ses armes dirigées vers Israël. 2 Libanais ont été inculpés pour des tirs de roquettes sur le nord d'Israël le 22 août dernier. Arrêtés ce week-end par l'armée libanaise, ils ont reconnu avoir transporté les roquettes de la Beka vers Tyr dans le sud du Liban. Un Palestinien en fuite a lui aussi été accusé du même crime. 2 des 4 roquettes ont frappé des zones habitées du nord d'Israël, causant des dégâts mais pas de victimes. Une 3e a été interceptée par le système de défense Iron Dome, tandis que la dernière roquette a atterri hors du territoire israélien. Des tirs qui ont entraîné un raid israélien en représailles quelques heures plus tard. Des membres du Hezbollah et du Hamas ont tenté d'infiltrer les services de renseignement américains à plusieurs reprises. C'est l'information rapportée ce lundi par le Washington Post qui cite un document confidentiel. La CIA a révélé qu'environ 1/5 des postulants qui présentaient un profil suspect avaient des liens significatifs avec des terroristes et ou des services de renseignement hostiles aux États-Unis. Résultat, les agences de renseignement américaines ont lancé des enquêtes sur au moins 4000 de leurs employés. Le document a été remis au Washington Post à une date non précisée par Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSA, l'agence nationale de sécurité américaine.
Dans un instant, en direction l'Afghanistan où des talibans ont attaqué une base américaine près de la frontière pakistanaise. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Mohamed Morsi sera jugé pour incitation au meurtre. La justice égyptienne a annoncé que l'ancien président déchu le 3 juillet va être traduit devant la justice pénale pour répondre aux accusations d'incitation et d'exercice de la violence avec 14 autres responsables des frères musulmans. La date du procès n'a pas encore été fixée. Ces actes d'accusation font référence à la mort de 5 personnes en décembre 2012 lors des manifestations contre les nouveaux pouvoirs que le chef de l'État s'était octroyés. La justice a par ailleurs recommandé la dissolution de la confrérie en tant qu'organisation non gouvernementale. Ces deux annonces font partie de la stratégie de répression contre les frères musulmans et risquent d'enflammer à nouveau l'Égypte. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, des talibans ont attaqué un avant-poste militaire américain en Afghanistan. La base de Torkham, dans la province de Nangarhar, est proche de la frontière avec le Pakistan. Elle se situe dans une zone clé pour le ravitaillement des forces de l'OTAN dans le pays. 3 kamikazes ont été tués dans des échanges de tirs avec les soldats afghans et ceux de l'ISAF, la force internationale, qui de son côté ne déplore aucune victime. L'Afrique du Sud se réjouit du retour chez lui de Nelson Mandela, même si les spéculations et l'inquiétude demeurent sur son état de santé. Devant son domicile de Johannesburg, les caméras font de nouveau le guet. L'ancien président est toujours dans un état critique et il continue de recevoir chez lui les mêmes soins intensifs qu'à l'hôpital. Âgé de 95 ans, le héros de la lutte anti-apartheid avait été hospitalisé le 8 juin dernier pour une énième récidive d'une infection pulmonaire. Catastrophe de Fukushima, le rejet d'eau faiblement radioactive dans l'océan Pacifique est de nouveau envisagé au Japon. Une fois utilisée pour réguler la température des réacteurs accidentés de la centrale, l'eau contaminée est stockée dans des réservoirs. Ils en contiennent aujourd'hui plus de 400 000 tonnes, mais les capacités de stockage ne sont pas infinies. Le président de l'autorité de régulation nucléaire a donc prévenu qu'il sera inévitable de mettre cette eau quelque part dans l'océan ou ailleurs. C'est une grande plume du journalisme britannique qui s'est éteinte. David Frost est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans. Le journaliste était surtout célèbre pour ses interviews de l'ancien président américain Richard Nixon lors du scandale du Watergate. Il a interviewé tous les présidents américains et les chefs de gouvernement britanniques au cours de sa carrière. Le Premier ministre actuel, David Cameron, a salué un redoutable intervieweur. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Alors que le Congrès américain doit se prononcer à partir du 9 septembre sur une action militaire limitée en Syrie, Barack Obama, Joe Biden et John Kerry entament une campagne de lobbying auprès des élus. Le Premier ministre français s'apprête à dévoiler des documents secrets déclassifiés qui prouvent que l'attaque chimique du 21 août en Syrie ne peut venir que du régime de Damas. Double attentat de Tripoli, la justice libanaise émet des mandats d'arrêt à l'encontre de 2 des 5 inculpés. Un 3e suspect est maintenu en détention. Et puis Mohamed Morsi va être jugé pour incitation au meurtre. Destitué et arrêté par l'armée le 3 juillet dernier, le président égyptien déchu va comparaître avec 14 autres membres des frères musulmans. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. قلته كانت وقتها مثل ما انا دعمت فايدة بدي ادعم ايران. فتحنا ابواب اللهيب، ابواب جهنم على البلد.